Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct le jeudi. Vous le savez, c'est plutôt politique, c'est également économie. On parlera sport en fin des aléas. Les invités, Jean-Pierre Moore dans un instant, le président de Montpellier Agglomération, mais aussi Jean-Michel Germain, il est chef d'entreprise. Il nous parlera d'un projet de loi pour défendre les PME. Et puis nous aurons un champion du monde, champion d'Europe, recordman, Marco Foglio, le roi de la pétanque, qui lance avec des partenaires Life Feed Sport. C'est une espèce de Facebook du sport, voilà, quelque chose comme ça. Il nous en dira plus tout à l'heure, mais tout de suite on va s'intéresser à la politique. Jean-Pierre Moore, bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Olivier Roiran est également avec nous, bien sûr, notre spécialiste politique. Ça va, Olivier? Très bien, Pierre-Paul. Jean-Pierre Moore, début d'année 2013. Permettez-moi de revenir un instant sur cette année 2012. Une année avec un premier semestre plutôt glorieux. Montpellier, multiple champion, notamment en sport. Votre camp qui l'emporte au niveau national, tant pour la présidentielle que pour les législatives. Une fin d'année 2012 un peu plus complexe avec ce problème de la CFE, le lancement de la marque Montpellier Unlimited, qui a été très bien accueilli dans un premier temps, contesté dans un deuxième temps. 2013, ça s'annonce également compliqué. Il y a la pression du gouvernement, j'imagine, pour que les collectivités fassent des économies, tiennent leur budget. En même temps, vous conservez des travaux importants. Il y a également des lancements cette année, le lancement de la ligne 5, le lancement des travaux de rénovation du stade de la Mosson. On dirait peut-être un mot de la pelouse en ce moment, là. Il faudrait peut-être anticiper des petits trucs. Et puis, il y a, donc, je le disais, des économies à faire en 2013. Vous allez nous détailler tout ça. Déjà, un mot, un sentiment sur, justement, cette année 2013. Elle va être aussi compliquée qu'on le dit au niveau économique? Bonsoir tout d'abord aux auditeurs. L'année 2013, oui, c'est une année qui a sa complexité, qui a également beaucoup d'éléments qui se doivent être traduits en termes de solutions par rapport à des difficultés auxquelles sont confrontés les gens. Le milieu économique est aussi bien sûr au cœur de ce dispositif, et les collectivités locales, en accompagnement de l'État, se doivent de contribuer à remettre, je dirais, le train sur les rails du pays, du train en France, et également de l'ensemble des collectivités locales. Donc c'est une année qui va être très très intense, très sérieuse quant à la manière de l'appréhender. Et je dois dire que la responsabilité des élus, mais de tous les acteurs économiques, sociaux, culturels, environnementaux, elle est de devoir être présent dans ces temps qui effectivement sont des temps tendu, difficile, mais c'est ce qui également fait la noblesse un peu de la responsabilité. Et je crois qu'il ne faut pas se défiler par rapport à ça. Alors la grosse collectivité que vous gérez, Montpellier Agglomération, c'est un budget important. Olivier Roiran s'est penché sur la question et vous avez prévu apparemment en 2013 des économies. Oui, 833 millions d'euros de budget pour 2013, et 27 millions d'euros présentés comme des économies. En fait, ce sont des reports d'investissement, des économies aussi internes. C'est le fonctionnement, très clairement, des services de l'agglo qui va être directement sollicité pour faire des économies. Oui, disons que c'est un budget sérieux qui, dans son examen, est passé bien sûr par l'analyse un peu d'une situation qui mérite d'être appréhendée avec le maximum d'efficacité. Donc, vous avez vu que l'État doit redresser la barre, les collectivités seront appelées effectivement à contribuer à ce redressement national. Vous avez noté également que l'ensemble des institutions sont en situation d'avoir à faire des économies. Elles doivent le faire d'ailleurs de façon générale, quel que soit les temps. Le département, c'est 10 millions d'euros d'investissement qui sont décalés, c'est 13% sur le fonctionnement. Au niveau de l'agglo, moi j'ai demandé un effort d'économie conséquent à mon administration, c'est 5% sur le budget fonctionnement, tout en maintenant ce qui me paraît important en termes de lien social, c'est les chapitres consacrés à l'activité culturelle, l'activité sportive, parce que c'est elle qui, notamment en direction des associations, permet de créer ce lien social qui est important. Donc là, les budgets pour ces secteurs-là ne bougeront pas pour 2013 ? Ne bougeront pas, et globalement, on a récupéré à peu près l'équivalent de 4,5 millions sur le fonctionnement. L'investissement, vous avez évoqué les 27 millions. 27 millions, c'est des choix qui sont opérés de manière à pouvoir décaler judicieusement dans le temps, adapter un peu à la certitude d'avoir à consommer ou pas sur l'année 2012, mais rien n'est abandonné.
Bien au contraire, par exemple, le cas de la Mosson, nous allons prochainement procéder à l'appel d'offres qui permettra de choisir l'architecte, l'équipe d'architectes qui aura la responsabilité de réaliser la couverture d'ensemble du stade et les aménagements dont il a besoin. Ensuite, nous sommes sur des opérations d'investissement importantes qui caractérisent les premiers engagements de l'agglomération sur le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. C'est la 13e piscine au niveau de Latte. C'est une poursuite de l'action déterminante pour le logement. 5000 logements, dont 30% de logements. On va y revenir, puisqu'effectivement, il y a aussi beaucoup de grands travaux qui vont être lancés sur l'agglomération, sans que forcément ce soit l'agglomération qui les pilote. Juste un mot sur comment ça se passe dans ces cas-là. C'est Jérôme Cahuzac qui a pris son téléphone, qui a appelé les responsables de grandes agglos en leur disant « Bon les gars, il faudrait faire un effort là cette année ». Non, vous savez, on n'a pas besoin des coups de fil de Jérôme Cahuzac. Il a suffisamment de problèmes à régler et de questions à traiter en termes de solutions apportées au plan national, mais il est évident que la situation nationale amène, et c'est souvent le contact, le lien entre les grandes associations d'élus, la MGVF, la DCF, l'association qui gère les communautés, les grandes villes de France, l'association des maires de France également, qui sont informés de ces dispositifs dans lesquels le gouvernement, qui a la responsabilité politique et économique, se doit de conduire le pays. Ensuite, les collectivités, bien entendu, il y a des effets d'induction. On perd l'équivalent de 2,5% de dotation globale de fonctionnement. L'État vous donne moins, l'État vous dit... L'État nous donnera moins, mais ça, il faut que les gens s'habituent. D'une certaine manière, ça peut être aussi un élément un peu de lucidité, de valorisation, qui fait qu'on ne peut entreprendre des politiques que pour autant qu'on génère soi-même les ressources, les équations permettant de les financer. Et de ce côté-là, ce qui me paraît important, c'est comment on procède. Moi, le budget de 2013, c'est un budget sérieux, c'est un budget d'une rigueur, d'efficacité, mais c'est un budget dans lequel j'ai donné des objectifs très très précis, pas aucune augmentation de taux en direction des ménages, de la fiscalité, et aucune augmentation en direction de l'entreprise. Ce qui veut dire que les deux moteurs, la solidarité en direction du citoyen et de la citoyenne de l'agglomération, de la ville-centre et des 31 communes de l'agglomération de Montpellier, n'auront aucune variation, aucune augmentation des taux générés par l'agglomération en 2013. Et pareil, en 2012, il y avait eu une augmentation quand même du taux et la taxe d'habitation avait augmenté sensiblement. Dans la mesure aussi où ces variations se situaient dans le prolongement de la réforme, qui fait que l'agglomération de Montpellier avait récupéré aussi la part départementale de la taxe d'habitation, que nous n'avons plus la taxe professionnelle, qu'elle est saupoudrée par différentes autres taxes qui sont la CFE et la CVAE, et que par ailleurs, il appartient aussi, bien sûr, et ça c'est notre responsabilité, notre volonté, je m'efforce d'aller de plus en plus fort sur ces questions-là, valoriser, développer le tissu économique, aider les entreprises à avoir effectivement des parts de marché. On va détailler justement tous ces postes du budget et puis vos projets aussi pour 2013. On va écouter quand même un conseiller d'agglo qui n'était pas tout à fait d'accord avec les orientations que vous prenez. C'est comme ça, c'est René Revol, le maire de Grabels, qui est front de gauche. Il n'est pas d'accord avec les orientations de ce budget. C'était lors du débat d'orientation budgétaire qui avait lieu la semaine dernière en conseil d'agglo. Écoutez. La baisse des dépenses publiques de notre agglomération n'est pas la conséquence passagère de l'incident CFE, mais un choix délibéré. Je ne suis pas d'accord avec ce choix, car on peut parfaitement garder des finances saines et conserver un effort soutenu d'investissement public, qui est aujourd'hui le seul moteur de la relance, et faire par là même un budget qui protège et non pas un budget qui accompagne ce qui se passe. L'an dernier, vous condamniez la réduction des dépenses publiques quand c'était le fait de l'ancien gouvernement. Pourquoi l'admettre aujourd'hui ? Voilà, on vous fait reproche de reprendre les arguments de Sarkozy à l'époque. Qu'est-ce que vous répondez à René Revol ? Ça montre déjà que ça débat au niveau de l'agglomération de Montpellier, que la parole est libre. Bon, là, c'est une parole qui traduit l'argumentation traditionnelle du front de gauche. Moi, ce que j'ai évoqué lors de ce débat d'orientation budgétaire, c'est que les élus responsables sont face à des réalités. On peut être dans des incantations, dans des souhaits, dans des formulations. Moi, il y a une réalité. Il y a des éléments de recettes qui baissent de la part de l'État, donc on doit l'intégrer. Il n'y a pas de recette miracle. Par ailleurs, je ne note pas de baisse de l'investissement. L'investissement réel net de l'agglomération de Montpellier, il est à 215 millions d'euros. Il est quasiment le triple de la
comparaison qu'on peut faire avec les intercommunalités de la même dimension. Et par ailleurs, cet effort d'investissement, si on veut le comparer exactement avec celui de l'an passé, cette année, nous n'avons pas l'effet plein de la dépense afférente à la 3e ligne et la 4e ligne au tramway. Par contre, 2013-2014, on aura également la 5e ligne. Donc l'investissement est fort sur l'agglo, il est soutenu. C'est celui qui permet effectivement, comme on l'avait fait à l'époque avec l'anticipation des travaux de la 3e et la 4e ligne, de permettre aux entreprises d'avoir des carnets de commandes importants. Moi, je dirais que par rapport à ces questions, il y a un élément que j'évoque en ce moment qui me paraît très très important. C'est que l'avenir, bon, il est à appréhender avec toute la prudence, toute l'attention et la vigilance qui s'y est quand on est responsable, mais on a des éléments également positifs. C'est-à-dire, quand je dis que sur les 5 ans, c'est-à-dire demain, on a en première vague de la dynamique publique 5 milliards d'euros d'investissements qui vont être réalisés sur la façade Montpellier-Rennes, avec le déplacement de l'autoroute, avec le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, avec la réalisation de la 5e ligne au tramway, avec 5 ans de politique de logement, 5 000 logements par an, dont 30% de logements sociaux. Le marché du bâtiment est largement impacté par rapport à ça. On se doit, avec cette certitude-là, de pouvoir engranger positivement une relance de l'activité, un travail pour les 2e niveaux d'entreprises locales et surtout des créations d'emplois pour le public. Ça m'interpelle directement, qui est en attente d'espoir et de certitude de pouvoir monter dans le train de la vie active. Sur tous ces grands travaux, dont certains sont pain béni, puisqu'ils sont financés pas par l'agglo, mais par notamment l'opérateur de l'autoroute pour le déplacement de la 9, Vinci, ou encore par RFF et en partie par l'État sur le contournement de la ligne grande vitesse, où on se pose la question toujours, est-ce que finalement ces grands travaux qui arrivent un peu de l'extérieur, qui sont faits ici, est-ce qu'ils vont être faits par des entreprises d'ici, avec de l'emploi d'ici, ou est-ce que c'est de l'emploi volatile qui va venir d'ailleurs ? Alors, vous posez la vraie question, celle qui m'a amené, moi, à être porteur de propositions. J'ai eu l'occasion d'en parler lors de la réunion de travail d'accueil de monsieur le préfet, qui est venu me rencontrer dans les locaux d'agglomération, et je le rencontre également la semaine prochaine pour une vraie réunion de travail. J'ai eu la primeur de lui remettre la proposition que je faisais, dont j'avais évoqué d'ailleurs l'hypothèse avec le président de la région Languedoc-Roussillon, avec le président du département, avec les fédérations de bâtiments et de TP, avec l'ensemble des acteurs économiques. Il faut effectivement que cette manne d'investissement public qui va arriver dans les 5 ans puisse profiter de la plus large façon aux entreprises locales. Si on prend l'exemple du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, sur 1,7 milliard, il y en a à peu près 700 millions qui devraient normalement pouvoir revenir directement aux entreprises locales. À elles, bien entendu, de se muscler, de s'associer pour pouvoir techniquement et financièrement parlant être prêtes pour ces marchés et pour voir les dégâts. Donc je suis à l'origine d'une proposition qui est celle de réunir une cellule avec l'ensemble des parties prenantes, le Pôle emploi, l'État, la région pour la formation, le département pour l'accompagnement social, l'agglomération de Montpellier pour toute la mise en synergie de cette volonté d'aboutir directement en faveur des entreprises, mais également en faveur de l'emploi local et des jeunes qui attendent. Il y a eu des reportages récents qui ont montré que beaucoup de jeunes sont dans la désespérance. Ils ont des diplômes, ils ont des spécialités et ils ne trouvent pas de porte ouverte. Là, il y a de quoi, sur 5 milliards d'euros d'investissement, 8 000 emplois pérennisés par an pendant 5 ans, sans compter les investissements de l'ensemble des autres collectivités, régions, agglos, départements et des communes. Il y a de quoi enclencher un chemin vertueux de sortir des sentiers battus. Aller beaucoup plus, être innovant dans cette manière de certifier en quelque sorte le fait que sur les 5 ans, avec cette aubaine qui est devant nous, on va pouvoir aller beaucoup plus loin pour muscler, ancrer et satisfaire la demande d'emploi des jeunes qui sont à l'attente. Une vision à 5 ans, justement, on parle de l'année 2013, mais vous avez une vision à plus long terme. Ça veut dire que si on parle politique, vous avez aussi des ambitions à plus long terme sur l'agglo, peut-être sur la ville-centre ? Mais vous savez, les ambitions, vous connaissez des responsables politiques qui ont la passion de ce qu'ils font, de la fonction, de la responsabilité, qui n'ont pas d'ambition. Un responsable politique qui n'aurait pas d'ambition, je dois dire que déjà... Il change de métier. Il change de métier, mais en premier temps, il ne correspond pas à ce pourquoi il a été élu. Moi, je dirais que le sésame d'un élu, c'est l'aune du suffrage universel. À partir du moment où vous avez été reconnu comme en situation de pouvoir porter une politique publique, il faut aller au bout. Il y a certains grands projets que vous avez lancés, je pense à Ose, par exemple, ou ce quartier qui va naître autour de la future gare TGV. C'est un peu le bébé, entre guillemets, de votre administration. Donc, d'un côté, on se dit...
Jean-Pierre Moore a probablement envie de rester là un bon moment à la tête de l'agglo et pourquoi pas à la tête de la ville de Montpellier. Je ne sais pas si c'est le bébé de mon administration. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est le prolongement de la vision directe que j'ai pour le territoire. Le projet OSE Montpellier Nature Urbaine, c'est la forte volonté d'ailleurs déjà au départ d'avoir poussé pour la réalisation du contournement ferroviaire de Montpellier, d'avoir engagé des crédits publics en association avec Nîmes pour jouer cette solidarité qui fait que aidant Nîmes, Nîmes aidait Montpellier, et effectivement en octobre 2017 nous aurons la gare TGV, 350 hectares autour de la gare TGV, dont 200 hectares dévolus à la nature, à la respiration, à ce qui est apaisement par rapport à l'aménagement du territoire, l'humain replacé au cœur de cette cité-là. Adossé à la gare, c'est tout simplement un quartier d'affaires européen, international. C'est le lien avec Montpellier Unlimited, qui est un succès. Je vous donne un exemple récent, et en accord, bien sûr, avec la Chambre de commerce et son président, M. Deljari, c'est l'implantation de Subdeco en tant que première pierre angulaire sur cette partie 35 000 mètres carrés directement quasiment adossé à la gare et à ce quartier d'affaires. Le quartier d'affaires, c'est visé 1000 entreprises, 15 000 emplois. C'est effectivement le Montpellier et l'agglomération de demain. Faire en sorte que... La question, sans vouloir dénaturer le propos d'Olivier, c'est qu'effectivement, à force d'intervenir comme ça aussi au cœur de Montpellier, de l'urbanisme de Montpellier, est-ce que vous êtes décidément tenté, vous, Jean-Pierre Moore, par transformer cette action en un poste de maire de Montpellier, pour faire simple, en 2014? L'équation, là, n'est pas en termes de poste, elle est en termes de projet. 2013, vous l'avez évoqué vous-même, c'est une année qui est à appréhender avec toute la précision, la volonté possible. 2014, c'est un autre temps, c'est le temps d'une échéance électorale, mais qui va concerner... Qui se prépare, mais qui se prépare partout, qui se prépare dans les 36 000 communes. Moi, je ne me lève pas le matin en me rasant, en disant on dit que je suis candidat, j'y vais pas. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, moi, je fais en sorte de réunir les conditions qui, dans l'intérêt des populations, sont porteuses d'avenir. La responsabilité de l'élu, quel qu'il soit et quelle que soit sa famille politique, elle est de travailler pour ce que j'appelle l'intérêt général. L'intérêt général, actuellement, ça passe par des réponses précises, concrètes, rapides, à des éléments tels que le logement, tels que l'emploi de demain, tels qu'également ce que j'appellerais un peu l'équilibre en termes de qualité des territoires, qualité de vie, les transports possibles, la santé. Tout ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas laisser tomber parce qu'il va y avoir dans quelque temps Alors, le problème de l'échéance, c'est secondaire par rapport à ça. Ce qui est important, c'est d'œuvrer intelligemment. En tout cas, OSE, pour parler que de ce projet, même s'il y en a d'autres, c'est quand même Montpellier qui part vers la mer. C'était quand même la vision qu'avait Georges Frêche à l'époque où il était président de la c'est la vision, effectivement, de Montpellier vers la mer qui part de l'aqueduc du Pérou, la place Royale, la rue Foch, l'Écusson. Il y a beaucoup de choses à faire également dans l'Écusson. La place de la Comédie, qui est le cœur vivant de la cité et de l'agglomération de Montpellier. Puis on franchit la barrière de la voie ferrée avec le Corum. Georges Frêche le réalise. Rappelez-vous, à l'époque, tout ce qu'a entraîné sa décision de vouloir piétoniser la Comédie, ensuite réaliser le Corum. C'était la fin du monde. Ça s'est fait, tout le monde trouve ça évident aujourd'hui. Puis il y a eu Antigone. Et puis on a sauté le Lez. Et puis c'est Port-Marianne, et puis c'est l'Éco-Cité, et puis c'est également effectivement la gare TGV et OSB. Tout ça, c'est une évolution. Et les politiques qui ont rendez-vous avec ces temps de l'histoire se doivent de contribuer à bonifier ce dispositif. Et un jour Montpellier ira vers la mer, parce que c'est l'évolution séculaire. Justement, en parlant de mer, le tramway, la 5e, la 6e ligne qui va arriver, il arrive quand à la mer directement, le tramway de l'agglo de Montpellier? Alors écoutez, pour l'instant, le tramway, on a 4 lignes. On a plus de 300 000 personnes transportées chaque jour. La 5e ligne, ces travaux vont démarrer avant la fin de l'année 2013. Et le tramway sera terminé fin 2017. Comme sera terminée et réalisée et inaugurée à ce moment-là la gare TGV. La 5e ligne sera en place. Ensuite, il y a le prolongement, en parallèle aussi, de la première ligne, dont le terminus actuellement se situe à Odysseum, qui sera prolongé jusqu'à la gare TGV. Quelqu'un qui arrivera à la gare TGV, en 2017, il descend du train, il viendra de Paris en 2h50, moins de 3h, c'est important. S'il va à Barcelone, c'est 1h30, s'il va à Lyon, c'est 1h05. Et 100 mètres après, il monte dans le tram,
il va à la place de la Comédie, ou il va à l'aéroport s'il a besoin d'aller à l'aéroport, parce que plus tard ça sera prolongé jusqu'à l'aéroport, et il pourra aller dans un deuxième temps, vous l'évoquez, à la mer. Mais avant la mer, il y a également l'extension de la deuxième ligne. Nous sommes en train on l'a mis au budget cette année, on est en train d'acheter la ligne à RFF et à la SNCF, cette ligne qui allait de Montpellier à Toulouse, donc qui permettra de situer un peu dans le temps la notion de tram-tram à l'extérieur. Et puis nous aurons également la sixième ligne qui desservira tout le secteur économiquement important autour de Dell, autour du millénaire, autour d'IBM, du pôle Horeca, du MIBI, en direction du pôle de gérontologie au sud de Castelnau. Et puis il y aura effectivement le mouvement inéluctable qui nous doit aller à la mer. Mais pour aller à la mer... On ne peut pas aller n'importe où, parce que le maire de la Grande Motte, par exemple, il n'est pas trop pour avoir le tramway jusqu'à chez lui. J'ai vu effectivement que le maire de la Grande Motte... Monsieur Rossignol, dans la semaine, avait commenté un peu le fait qu'il n'était pas forcément demandeur pour aller que le tramway arrive à la Grande Motte. Il n'y a pas la Vasse, il y a la Grande Motte. Enfin, disons qu'il y a le littoral. Et si on replace les choses en termes de tourisme, au sens large du tourisme, l'économie qu'on peut dégager de ça, les emplois également, je vois mal comment dans le temps on peut imaginer qu'il n'y ait pas un système de transport en commun qui a 10 km de distance permettent d'irriguer positivement et les collectivités du littoral et la ville-centre pour son patrimoine, ses possibilités en termes de logement et puis l'attrait des infrastructures sur le territoire. Tout ça, ça viendra. Vous savez, on est dans des temps préélectoraux, du calme, du sang-froid, du recul. Mais et ensuite, vous verrez que tout le monde va travailler ensemble. On est dans un temps préélectoral concernant les scrutins locaux, mais on vient à peine d'élire un nouveau président, une nouvelle chambre, donc des projets gouvernementaux, donc par exemple le projet d'évolution des collectivités locales, une nouvelle loi sur les collectivités locales. Vous dites, vous, avec beaucoup d'autres élus de l'agglomération de Montpellier, qu'il convient d'élargir le périmètre de Montpellier. On pense notamment à Moguio, qui c'est l'aéroport de Montpellier, c'est limitrophe de la commune de Montpellier, qui faisait partie de l'agglo dans un premier temps, jusqu'au début des années 2000. Et on a encore entendu le président le maire de Moguio, M. Borrell, dire ah non, jamais avec l'agglo de Montpellier, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut déboucher ou commencer à déboucher dans les mois qui viennent? Je dis pas ça exactement. À un certain temps qui n'est pas très ancien, on évoquait la notion d'extension d'agglomération, de fait urbaine consolidée à travers une extension du territoire. Elle pouvait concerner effectivement le secteur que vous évoquez, l'aéroport, le secteur de l'étang de l'Or, avec Palavas, la Grande Motte, et tout le secteur de Moguio, parce que l'aéroport est là aussi. On pouvait évoquer, ça a été évoqué, il y a eu des tentatives en direction de l'Ouest, avec le secteur de Thau, ou Nord-Bassin de Thau. Actuellement, la réforme pose les questions différemment, pose la thématique différemment. En ce sens que le butoir de population est tombé. Et moins important. On n'a pas à avoir 500 000 habitants, de là il y avait des fantasmes, communautés urbaines, enfin ou pas. On peut se situer au-delà de 400 000 habitants. 400 000 habitants, mais répondre à des critères bien précis en termes de compétitivité, en termes d'infrastructures, en termes d'université, en termes de positionnement géographique. Montpellier a ces éléments-là. Moi, dans cette affaire-là, et dans cette réforme territoriale, dans laquelle il y a beaucoup d'éléments. Il y a la réforme au niveau du département, il y a les modalités de scrutin, il y a la réforme des métropoles, il y a l'affirmation du rôle de chef de file des régions. Tout ceci est à appréhender dans une globalité, mais thème par thème en quelque sorte. Sur le plan de l'agglomération de Montpellier, de son évolution, il est évident que pour des raisons qui me paraissent très simples, moi j'ai un objectif en direction de l'intérêt général des populations. Il est hors de question que j'assume le fait et que je ne dise rien sur un risque qui verrait par exemple les Montpelliéraines et les Montpelliérains, les gens de l'agglomération de Montpellier, devenir les banlieusards de Marseille et de Toulouse. Parce que si on ne se situe pas dans l'avenir, dans le cadre de cette réforme, au niveau du potentiel de Montpellier, ça veut dire tout simplement qu'on baisse les bras et qu'on laisse les clés de la décision à deux emprises urbaines plus importantes déjà à l'heure actuelle que celles de Montpellier, qui sont celles de Marseille et qui sont celles de Toulouse. Même si à Marseille et à Toulouse, il y a également des débats. Mais les centres décisionnels, si on n'est pas dans la cour, disons, de la première vague de la première division, avec un potentiel qui existe en termes de compétitivité, on a quand même 7 pôles de compétitivité, on a 2 pôles mondiaux, de l'eau, de l'agronomie, on a l'historique montpelliérain, on a un fort tissu. Donc il faut poursuivre. On se doit de jouer dans cette réalité qui fait que exister entre deux grosses métropoles. Montpellier compte dans les 15 grandes métropoles. On n'est pas dans une compétition imbécile, on est dans une réalité. Montpellier soit de jouer dans la première division des grandes cités françaises qui ont une vocation à l'européen, à l'international. Tout simplement, en accord, en relation positive
avec la région, et il n'y a pas de problème de ce côté-là avec Christian Bourquin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer récemment, en respect total et même en développement du département, parce qu'on peut très bien imaginer que cette métropole-là, elle concède très vite, Jean-Pierre Bourg, elle concède des relations qui permettront de traiter des problèmes sociaux sur la ville ou sur le territoire, piloté en quelque sorte par le département, en accord entre les deux collectivités. Donc ne mettons pas de l'huile sur le feu, raisonnons tranquillement, il faut que on a compris votre message. Merci encore Jean-Pierre Moore d'avoir été des nôtres. Merci Olivier. On se retrouve dans un instant après la pause. On va parler économie avec justement un projet de loi de défense des PME qui est porté par des parlementaires d'ici. À tout de suite.